France Inter, le téléphone sonne. Bonsoir, vous venez d'entendre dans nos journaux ce que nous savons de la prise d'otage et de l'assassinat d'un prêtre ce matin à Saint-Étienne-du-Rouvray dans l'agglomération rouennaise. Cette fois, les terroristes n'ont pas visé le nombre de victimes, mais le symbole, avec l'intention évidente de monter les communautés les unes contre les autres. Comment répondre à ce nouveau défi sans tomber dans le panneau? Quelles mesures de protection supplémentaires mettre en œuvre? Quelles limites? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie, qui est à mes côtés. Au téléphone, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, présidente de la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes. Et Patrick Menucci, député PS des Bouches-du-Rhône, qui a lui aussi, mais pour l'Assemblée nationale, enquêté sur la surveillance des djihadistes. Annette Ardisson, le téléphone sonne. Bonsoir Nathalie Goulet, je viens de le dire, vous êtes sénatrice Bonsoir. de l'Orne, c'est pas la Seine-Maritime, mais c'est quand même la Normandie. C'est la Normandie réunifiée, oui. Êtes-vous surprise qu'un tel événement se soit produit à Saint-Étienne-du-Rouvray? Ce n'est pas n'importe quelle commune de France, c'est un endroit où on a déjà repéré un terreau djihadiste. Oui, mais il y a d'autres endroits. Vous savez, on a à peu près en Normandie à peu près 300 personnes radicalisées. Évidemment, on est surpris, écœuré, tous les qualificatifs que vous avez entendus ce matin, depuis ce matin, évidemment, sont applicables. Maintenant, est-ce que c'était prévisible? Est-ce qu'on aurait pu l'éviter? C'est la question qu'il va falloir se poser. Alors nous avons une première auditrice, je crois qu'elle s'appelle Martine, et qui a une question justement sur la localisation de cet attentat. Oui, bonsoir à tous. Je suis ravie de pouvoir exprimer mon inquiétude et mon interrogation. Voilà, nos villes ont été déjà la cible des terroristes. Est-il possible que demain les zones rurales soient touchées? Ma question aussi est double, puisque je m'interroge aussi sur le plan Vigipirate. Le plan Vigipirate est-il toujours d'actualité? Doit-il être normalement exercé sur l'ensemble du territoire? Alors, même si j'ai la réponse à cette question, moi je m'interroge parce que dans mon village, le plan Vigipirate n'a jamais été affiché, pas d'informations là-dessus, notamment sur un parking qui touche une cour de récréation d'école maternelle. Donc je me pose la question du rôle de nos élus, même si j'ai une petite idée là-dessus également. Je pense que les membres du gouvernement nous ont dit qu'il fallait que chacun soit vigilant, qu'il fallait qu'on prenne en quelque sorte soin des uns des autres, ça je suis tout à fait d'accord, mais quel est le rôle de nos élus? Je pense que le rôle d'information, de sensibilisation, de prévention, est-ce que nous en sommes bien convaincus et eux-mêmes le sont-ils? Eh bien, c'est la question que nous allons poser à Patrick Menucci, l'occasion de vérifier qu'il est bien au téléphone avec nous. Bonsoir Patrick Menucci. Qu'avez-vous donc à répondre aux interrogations et aux certitudes de Martine? La question est très vaste. Enfin, il y a plusieurs questions, mais en tout cas, moi, ce que ça m'inspire, ce que dit cette dame, oui, bien sûr, les zones rurales peuvent être affectées par ce type d'attentat, évidemment. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que nous changions certainement de façon de vivre. Alors, ça veut dire quoi? Mais par exemple, on pourrait estimer, je prends une grande ville que je connais bien comme la mienne, il y a une centaine d'églises, et donc nous savons que les églises sont des objectifs de Daesh. Nous le savons depuis longtemps, c'est depuis 2014 que ça a été dit. Bien, est-ce qu'on doit faire 100 messes le dimanche matin, ou est-ce qu'en faisant 50 et en contrôlant les 50 endroits, on n'est pas dans une meilleure situation? Voilà, je réponds pas forcément au parking de cette dame. Effectivement, la mairie de sa commune doit regarder ces choses-là, mais on ne pourra pas de toute façon mettre un policier, un militaire ou un gendarme derrière chaque Français et derrière chaque situation. Et donc, il faut bien que nous soyons les uns et les autres capables de mobiliser la société en faisant des actes, par exemple comme ça, de réduction des risques. Quand on fait une manifestation, on la fait plus petite, on se demande si vraiment on a besoin de la faire en ce moment. Est-ce qu'il y a
des choses qu'on peut, malgré que ce soit évidemment super pour notre plaisir, par exemple l'été, est-ce qu'on doit continuer à faire autant? Voilà, c'est ces éléments-là qu'il faut aujourd'hui se poser dans la situation où nous sommes. Nathalie Goulet, est-ce que vous pouvez compléter cette réponse? Oui, d'abord saluer mon amie Patrick. Et ensuite, bonjour, Nathalie. Quand même répondre à votre auditrice. Je sais pas si c'est à moi de le dire, parce que je suis dans l'opposition, mais quand même. On a voté depuis Charlie un certain nombre de lois. On a voté plus d'1 milliard de budget pour renforcer les forces de police et de gendarmerie. Et en matériel. On a voté un texte sur le renseignement, les uns ou les autres, avec plus ou moins de bonne humeur. Le gouvernement, moi, je suis responsable et solidaire du ministre de l'Intérieur. Je veux dire, c'est peut-être pas moi de le dire puisque je suis dans l'opposition, mais je vous le dis parce que c'est un problème de responsabilité. Et puis, je suis solidaire de nos forces. Et alors, je voudrais répondre à votre auditrice qu'on a quand même pris des mesures énormes parce que les forces de police et de gendarmerie et les forces de sécurité avaient passablement été déplumées sous les quinquennats précédents et qu'il a fallu remonter. Et je vous parle d'une chose que je connais bien parce que je suis vice-présidente de la commission des affaires étrangères et de la défense et qu'il a fallu sacraliser le budget de la défense qui avait été une variable d'ajustement pendant des années. Donc je dois dire à votre auditrice que du point de vue de la conscience des élus, elle ne peut pas avoir de doute. Maintenant, je voudrais juste rajouter sur la situation qui s'est produite aujourd'hui, je pense qu'il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. Et là, je pense qu'il y a des difficultés et on en reparlera sûrement au cours de votre débat. Tout à fait. Mais concernant les zones rurales, Jean-Pierre Denis, oui. je crois que Jean-Pierre Denis de l'AVI, vous connaissez bien la situation de l'Église catholique en France. Il y a, je crois, 45 000 églises. Bon, beaucoup d'églises rurales sont fermées en dehors des moments de culte. Alors quand Patrick Mennucci parlait de limiter les manifestations qui sont organisées pour le plaisir, je suppose qu'il n'évoquait pas ce type de manifestation. La messe que célébrait ce prêtre âgé un mardi matin, je dirais que c'est la base même de la présence de l'Église catholique, de l'activité de l'Église catholique en France. Alors, est-ce que les catholiques vont devenir des juifs comme les autres? C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre des caméras vidéo, des sas devant les églises? Quantitativement, ça me paraît très compliqué. Ça me paraît aussi très compliqué par rapport à ce que c'est que l'Église catholique, qui veut rester ouverte. En ville, pour le coup, les églises sont ouvertes. Ce sont des lieux où on accueille, où on écoute. Et je pense que ça reste extrêmement important. Est-ce qu'il faut se contenter de faire comme on l'a fait précédemment, quand il y avait une tentative d'attentat, d'afficher sur les portes une petite étiquette avec Vivi Pilar Perat, alerte attentat, ou de faire comme dans les paroisses, une fouille de sacs à l'entrée de la brocante paroissiale. Non, évidemment, c'est pas là que ça se joue. C'est-à-dire que ça se joue en amont. En fait, tout le monde sait très bien que la lutte, la prévention du djihadisme et de ces réseaux qui sont présents un petit peu partout, elle ne se joue pas à ce moment-là. Quelque part, à ce moment-là, c'est déjà presque trop tard. Oui, mais pour les offices importants, il y a d'ores et déjà des paroissiens qui assurent la sécurité à l'entrée. Oui, mais le défi que pose ce terrorisme nouveau, c'est celui de personnes qui ne seront évidemment pas arrêtées par la bonne volonté d'une dame qui lui demandera d'ouvrir son sac. Qui lui demandera d'ouvrir son sac. Patrice nous appelle... Oui, pardon, Nathalie Goulet, vous souhaitez ajouter quelque chose? Je suis désolée. Non, je voulais juste vous dire que Fabien Klein, qui est quand même l'auteur des attentats les plus terribles qu'on ait connus, habitait à Alençon. Voilà. C'est un converti qui habitait à Alençon. Donc oui, les zones rurales sont touchées. Et sont menacées. Patrice nous appelle de la Meuse à propos justement des limites de la surveillance et des limites de précaution en fait. Patrice, bonsoir. Oui, bonsoir. Je veux d'abord présenter ma compassion, ma solidarité avec les familles des victimes, que ce soit ces attentats de ces jours-ci ou ceux d'avant. Moi, je crois qu'on peut être inquiet par deux choses. D'abord par les attentats à répétition, bien sûr, mais aussi par la réaction d'une certaine partie du monde politique. Je crois que l'objectif de Daesh et les gens isolés en France ou ailleurs en Europe, c'est de créer une situation d'incertitude
et arriver à une situation liberticide. Et je suis vraiment, je dois dire le mot, écœuré de voir la récupération de certains hommes politiques, notamment certains grands ténors de droite, notamment par Nicolas Sarkozy, qui profitent de l'occasion pour justement s'afficher comme le grand chevalier blanc, prétendant qu'on peut arrêter les gens par simple suspicion et arriver justement à une situation que souhaiterait Daesh, que souhaitent les gens qui font des attentats. Et par contre, à contrario, je remercie la dame qui est à côté de vous et qui est digne et qui soutient le gouvernement. On peut rendre aussi hommage à Dominique Gros qui dénonce les dérives de son parti. Et je crois qu'il faut faire très attention de cette récupération que je trouve ignoble de la part de certains groupes politiques, enfin de certains ténors malheureusement. Oui, mais on est en pré-campagne et on peut imaginer que les terroristes ont aussi ça en tête lorsqu'ils attaquent. Je vous propose d'écouter Patricia qui nous appelle des Alpes de Haute-Provence. Êtes-vous là ? Oui, je suis là. J'allais compléter et dire exactement ce que Patrice disait précédemment. Moi, je suis un petit peu outrée du comportement, et je suis pas spécialement de gauche, encore moins fan, mais je suis un peu outrée de ce manque de réserve de ces partis politiques qui font le jeu des terroristes, bien sûr. Alors j'ai une autre proposition qui est une idée, je ne sais pas quelle est sa pertinence, mais est-ce que c'est intéressant pour nous, le public, de nous nourrir de qui, quand, comment, pourquoi le terrorisme ? Je pense que si on avait un peu moins d'informations qui nous aident pas plus à nous rendre plus sécure, on va dire, c'est d'arrêter de trop en raconter sur eux, parce que si on ne disait rien, je crois que ça permettrait aux services de renseignement de remonter les réseaux, parce que ne sachant pas qui a été tué, quel terroriste a été tué, peut-être que les services de renseignement activeraient leur système d'écoute et pourraient remonter plus facilement que on sait qui fait quoi, et eux le savent aussi au même moment qu'on nous avertit. Oui, mais en même temps, je pense que vous n'accepteriez pas que nous passions sous silence un événement comme celui qui s'est déroulé aujourd'hui. Non, je parle pas de vous, bien sûr que l'événement doit être dit, mais le nom de la personne, ce qu'il a fait, d'où il vient, ce qu'il a fait, c'est donner peut-être trop d'informations et renseigner l'ennemi aussi, vous comprenez ? Mais on essaie en même temps de comprendre. Jean-Pierre Denis, d'un côté, on a un discours apaisant des responsables religieux, toute religion confondue, et qui œuvrent ensemble quand il le faut. Et puis de l'autre, il faut dire, tout le monde le sait, les modérateurs le savent, on observe sur les réseaux sociaux, dans les forums, une montée des propos racistes, de la haine religieuse. D'après vous, quel est le plateau de la balance le plus lourd ? Ce que montre justement ce terrible attentat, c'est le visage ordinaire de l'Église catholique, pour parler d'elle. C'est une Église qui est très engagée sur le terrain social, qui est très engagée sur le dialogue, et c'est bien d'ailleurs ce symbole-là qui est visé. C'est une petite ville où les chrétiens côtoient des musulmans et où les prêtres sont en lien aussi avec la communauté musulmane. Donc c'est bien ce symbole-là qui est atteint. Alors quand on dit que ce symbole doit être maintenu, parce qu'il est le cœur même du christianisme en fait, le message de l'Église catholique aujourd'hui à la société, qui est ce message-là, quand on dit que ça c'est être un petit peu bisounours, comme on l'entend un petit peu parfois, on peut le comprendre. On peut comprendre la colère de certains qui disent faut arrêter ce dialogue, plus aucun dialogue n'est possible. Mais je crois que c'est exactement ce que veulent les djihadistes. C'est exactement le piège que nous tend Daesh. En fait, c'est celui, pour parler comme René Girard, c'est celui de la violence mimétique, c'est-à-dire se comporter exactement comme eux. Et moi, je suis plutôt rassuré de voir que malgré tout, les responsables religieux chrétiens, catholiques, protestants, gardent leur sang-froid et ne rentrent pas dans ce jeu-là. Et d'ailleurs, je dirais que ce jeu, il est plutôt joué par des gens qui se réclament du christianisme, mais qui ne sont pas toujours des catholiques pratiquants. L'ordinaire des paroissiens, moi je l'entends jamais demander vengeance contre Daesh, et je suis sûr que dimanche prochain, je les entendrai pas davantage réclamer vengeance contre Daesh. Je pense que la plupart des catholiques gardent encore leur calme et sont conscients de ce piège en fait. Qui visez-vous quand vous dites des gens qui se prétendent... Quand on se promène sur les réseaux sociaux, il faut toujours relativiser. Mais quand on continue à penser qu'il faut garder son calme, qu'il faut pas se laisser
emporté par cette violence, on est parfois accusé d'être irénique, d'être trop gentil, d'être naïf, d'être peut-être même des idiots utiles de l'islamisme. Moi, je pense exactement le contraire. Résister à l'islamisme, c'est ne pas rentrer dans le jeu, dans le piège, en fait, qui est tellement énorme qu'on finit par plus le voir, c'est-à-dire la guerre de tous contre tous. Et dans la guerre de tous contre tous, aujourd'hui, une nouvelle étape, la guerre des religions. En fait, c'est ça qui est en train d'être tenté. Et à cette tentative, il faut répondre, à mon avis, très 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 clairement, avec beaucoup de sang-froid. Même si évidemment on comprend évidemment le geste de colère. Ce prêtre qui est assassiné, on a enquêté toute la journée sur lui à la rédaction de La Vie. Voilà, c'est simplement le prêtre, une belle figure, un vieillard qui donne sa vie pour les gens. Et c'est une figure tout à fait ordinaire en fait du christianisme. C'est pas un idéologue, c'est pas un combattant, c'est pas quelqu'un qui est engagé. Figure symbolique. On en revient au symbole. C'est d'ailleurs le sujet de la question d'Alain qui nous appelle de Dax. Alain, êtes-vous là? Bonsoir France Inter. Voilà, la question des symboles, elle m'effraie malheureusement parce que on a massacré il y a 1 an et demi énormément de journalistes, des caricaturistes, mais avant tout des journalistes et des grands journalistes. On a tué des gens qui allaient au spectacle, on a tué des gens qui le jour de la fête nationale avaient envie de voir des belles choses. On a tué des gens qui veulent protéger les citoyens, en tuant des policiers. Aujourd'hui, c'est un prêtre. Je pense que ces gens qui sont des barbares ont réussi. À mon avis, déjà un premier travail, c'est de briser nos symboles, et en plus ils nous font peur. Moi, j'en finirai là-dessus. J'habite dans une région qui est très festive, le Sud-Ouest. On s'apprête à vivre les fêtes de Bayonne et les fêtes de Dax. Si vous saviez la crainte et l'angoisse des gens d'ici, les gens ne parlent plus que de ça. Donc ils ont instillé une peur insidieuse et une peur qui, je l'espère, n'aura absolument pas lieu. Mais ils ont réussi à instiller une peur dans les opinions et voilà. Et je pense que ça, ce travail, ils l'ont merveilleusement réussi. Je dirais, c'est dramatique de parler comme ça. Voilà. Instiller la peur, c'est le principe même du terrorisme. C'est pour ça qu'on parle de terrorisme. Voilà. Nathalie Goulet ou Patrick Minucci, vous n'êtes pas profileur, mais quels autres symboles peuvent craindre d'être attaqués? Moi, si Nathalie le permet, je crois effectivement qu'on est dans le symbole, et en parlant du prêtre qui a été assassiné, c'est vrai qu'on peut avoir l'image d'autres prêtres qu'on connaît dans sa vie, dans son département, dans sa ville, et c'est vrai que je crois qu'il y a là, de la part de l'Église, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti cet après-midi en écoutant les commentaires, notamment ceux de Monseigneur Pontier, ceux du porte-parole des évêques, beaucoup de retenue, beaucoup d'intelligence dans la réponse, beaucoup de compréhension. Et je pense que c'est ça qui doit nous guider. Ce n'est pas les propos va-t-en-guerre ou des solutions de yaka, il faut qu'on, surtout que ce sont des solutions qui la plupart du temps ne peuvent pas être mises en œuvre, ou des solutions qui sont exprimées par des personnalités qui avaient fait le contraire il y a 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, pour nous, ce qui est important, je le crois, c'est de conduire cette guerre, parce que c'est une guerre, et le prêtre qui est mort aujourd'hui est une victime, et dans les guerres il y a des victimes, mais de le conduire avec les armes de l'état de droit. La seule proposition au fond qui est faite aujourd'hui par une partie de l'UMP, parce que je ne mets pas toute la droite dans le même sac, loin de là, et on a entendu Nathalie Goulet tout à l'heure s'exprimer, c'est de faire un Guantanamo, c'est de finir avec un Guantanamo. Or, Guantanamo, c'est l'université du terrorisme. C'est ce que recherche Daesh. Le jour où la République décidera de faire Guantanamo, Daesh aura gagné. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, il faut que nous arrivions à les annihiler avec les armes que nous avons à l'extérieur, avec les moyens que nous avons à l'intérieur. Sans doute faut-il revoir 2 ou 3 choses. C'est vrai que c'est étrange que ce garçon ait été remis en liberté alors qu'il était en attente d'un procès au bout d'1 an, mais ça a été fait dans le cadre de la justice et avec des règles tout à fait normales, et les juges, il ne faut pas leur demander d'appliquer autre chose que les lois. Peut-être faut-il là modifier les choses, mais vraiment, ce que je veux dire, c'est qu'il faut garder notre calme, notre volonté, nos valeurs, et que ce n'est pas en s'insultant sur les réseaux sociaux. Moi, je suis traité toute la journée
d'islamo-collaborateurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, tous les députés qui s'expriment là-dessus d'une façon qui essaye d'être cohérente sont insultés. Mais il faut l'accepter. Et il faut, je crois, plutôt Nathalie. écouter les hommes de l'Église de France qui se sont exprimés cet après-midi. Nathalie Goulet, je vous entends de loin. Nathalie ? Oui, non, moi je voulais simplement dire que si on cherchait de la rationalité dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, on allait avoir un peu de mal. Que ce soit chercher des causes rationnelles à ce qui s'est passé à Nice, ce qui s'est passé aujourd'hui. En revanche, je vais quand même contredire mon excellent camarade Patrick Mennucci, non seulement parce que c'est Goulet et pas Goulez, mais ça c'est un détail. C'est simplement que là, je crains quand même que le système qui a permis à ce jeune radicalisé, repéré, qui a évité la Syrie, qui était incarcéré, qui a été relâché, dont le renseignement pénitentiaire avait souligné la dangerosité, là, je crois quand même qu'il va falloir revoir la procédure. Mais c'est ce que je dis là. On ne sait pas ce qui. C'est la loi qu'il va falloir revoir à ce moment-là. Mais je ne sais pas si c'est la loi ou si c'est son application d'aujourd'hui. Mais si vous voulez, on a un arsenal juridique énorme. On a un arsenal juridique, on peut plus continuer cette diarrhée législative sur des textes répressifs, on en a plein. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les appliquer. Et permettez-moi de vous dire que là, on a quand même une marge de progrès. Et il faut des moyens pour la justice, il faut des moyens, il y a rien à faire, il faut des moyens. Les seuls textes qu'on doit voter maintenant, c'est des budgets en hausse, encore en hausse par rapport à ce qu'on a encore fait, et surtout pour la justice, parce que ce garçon n'était pas suivi, il n'a pas été évalué en sortant de prison. Je ne sais pas ce qui est arrivé de son bracelet électronique et pourquoi il était déconnecté, s'il allait travailler ou pas. Ça aurait probablement... Non, il avait le droit de sortir, tout simplement. Il avait le droit de sortir à cette heure-là. Mais il avait un bracelet électronique. Oui, mais d'ailleurs, si vous permettez, c'est une des propositions des Républicains d'il y a 15 jours, mettre des bracelets électroniques au fichier S. On voit l'intérêt oh non, mais ça, c'est idiot, ils sont même pas condamnés, ça n'a aucun sens. Voilà, non, mais c'était une proposition de Nicolas Sarkozy il y a 15 jours. Mettre des bracelets électroniques au fichier S. Donc on voit bien l'intérêt de cette proposition-là. Mais le bracelet électronique n'empêche pas de sortir. C'est pas... Non, mais non, je suis d'accord, mais si vous voulez, là où on a un problème, et là où vraiment il va falloir se poser une question, je crois qu'on peut tous se la poser ensemble, c'est l'évaluation de la dangerosité de ces gens-là. C'est-à-dire, on va nous faire des centres de déradicalisation, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Très bien. Mais comment on évalue la dangerosité avant de le laisser sortir? Comment on a évalué sa dangerosité? Est-ce qu'on a écouté le renseignement pénitentiaire? Est-ce qu'on a fait une évaluation? Comment on a évalué sa dangerosité? C'est ça la question qu'il faut se poser. Dans un bain de radicalité dans lequel il était, tout près de chez Ocar, tout près d'un réseau qu'on connaît, qu'on a identifié, c'est une vraie question l'évaluation. Il va falloir professionnaliser cette évaluation et l'harmoniser. Sinon, on n'arrivera pas à régler cette question d'une façon pérenne. Si vous permettez, sur ce garçon, il faut dire, parce qu'on attaque toujours l'État, que le parquet national antiterroriste, M. Molins, a fait appel de la mise en liberté. Et que donc l'État a dit non, il ne faut pas que cet homme soit mis en liberté. Et il a été pourtant. Parce que des juges ont jugé que c'était comme ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut certainement modifier à ce niveau-là l'arsenal législatif. Et peut-être avez-vous noté que dans la loi sur la reconduction de l'état d'urgence, il y a eu une possibilité maintenant que les peines automatiques pendant l'état d'urgence, les réductions de peines automatiques sont supprimées. Donc il y a un travail qu'il faut continuer sur cette question. Moi je crois qu'il faut garder le plus longtemps possible ce type d'individu en prison. Mais parallèlement, Nathalie a raison, il faut aussi donner les moyens au garde des Sceaux, à Jean-Jacques Urvoas, d'avoir une justice qui a des moyens. Nous avons la justice qui est la moins budgétée d'Europe. Donc ça aussi, c'est une question. J'en reviens à notre invité en studio, Jean-Pierre Denis. Vous n'êtes pas spécialiste des questions judiciaires ou policières, mais plutôt spécialiste des questions religieuses. Est-ce que cette volonté de
en fait, d'aller plus loin dans les mesures préventives est une question qui est débattue dans les milieux religieux également? En tant que telle, je pense qu'elle va l'être à partir de cette affaire, puisqu'on voit bien qu'on a affaire à quelqu'un qui peut-être n'aurait pas dû être en liberté. Et on a une vraie question, c'est-à-dire que si on ne veut pas, en effet, d'un Guantanamo à la française qui serait finalement, en effet, sans doute une école du terrorisme, ou en tout cas un sacré coup de canif dans l'état de droit. Et si on veut que cette position reste audible dans la société française, il faut qu'on réponde à de sacrées questions. Et là, il y a une vraie question, il y a une question lourde qui est posée à partir de cet acte. Et puis à partir de cet acte, de l'autre question qui est posée, c'est finalement celle que se pose chaque Français. C'est-à-dire que oui, il y a eu Charlie, nous étions tous Charlie, mais finalement c'était les journalistes qui étaient visés. Oui, il y a eu le Bataclan, nous étions tous Bataclan, mais finalement c'était une certaine population qui était visée. À travers Nice, et plus encore à travers cet acte, les terroristes ont réussi à imposer une idée qu'ils peuvent frapper n'importe qui, n'importe où, n'importe comment, quand ils veulent. Et là, c'est là que la réponse politique va devoir parce que ce sont des grands communicants, finalement. Oui, c'est là-dessus que la réponse politique va devoir arriver, et qu'elle va devoir arriver très vite. Nous prenons la question de Nicolas, qui nous appelle de Nantes. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Moi, en fait, j'avais une question qui était plutôt relative en fait à ce qui s'est passé sur le déroulement des faits. En fait, j'ai comme tout le monde, j'ai regardé les informations, mais il y a quelque chose qui m'a choqué ce matin, c'est que dans la première bandeau que j'ai pu lire, c'était une attaque à l'arme blanche, donc avec des couteaux. Et après, j'ai lu un deuxième bandeau qui disait que ils avaient été neutralisés, mis à mort à la sortie de l'église. Ma question, en fait, elle était là, c'est que on a affaire à la BRI, qui est quand même un corps d'élite, et on a des schémas aujourd'hui d'attentats, nous, à notre échelle, et puis avec ce qui se passe dans le monde. Ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait que des gens qui, a priori, sont un peu moins menaçants à la sortie que les frères Kouachi ou etc., sont pas neutralisés de façon qui ne soit pas létale, de manière à pouvoir les confronter, leurs idées, leur idéologie, aux citoyens, aux imams, aux politiques, à la presse, peu importe. Voilà, ça c'est quelque chose qui, moi, je me pose toujours cette question pour que la justice prenne une place en fait à chaque fois dans ces débats, parce que on fait que spéculer en fait depuis tout à l'heure et sur d'où les origines du terrorisme, les conséquences, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau des lois. Mais je crois que les gens ont besoin de comprendre en fait ce que c'est l'islamisme radical et de le confronter à l'islam tout court, puisque vos propres invités ont utilisé le terme islam souvent, ou l'islamisme, sans préciser le côté radical. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser de façon générale, et il y a un vrai besoin de comprendre pour dissoudre la peur en fait. Oui, mais sur le déroulement des faits, je pense qu'on en saura peut-être plus ce soir, puisque le procureur doit faire une conférence de presse sur l'ordre des choses. En attendant, Jean-Pierre Denis, c'est vrai que on est partagé, quoi, entre le désir de savoir comment ils ont concocté ça et en même temps le soulagement de les savoir anéantis, à supposer la question qui est posée, qu'ils ne se soient pas eux-mêmes exposés pour se faire tuer, en fait, volontairement. Oui, la question qui est posée, elle est légitime, c'est de savoir effectivement pourquoi ils ont été abattus. Ça reste quand même une vraie question, une question intéressante à laquelle j'imagine que le procureur va apporter des éléments de réponse. Personne ne peut répondre, si je peux me permettre. Personne ne peut répondre à cette question, générale. Mais une chose est sûre, c'est que quand les terroristes sortent, et on a malheureusement maintenant des précédents dans ce pays où la prise de risque n'est plus tolérée. On ne sait pas s'ils sont des ceintures d'explosifs sur eux, on ne sait pas s'ils ont piégé l'église, on ne sait rien. Et les policiers maintenant prennent de moins en moins de risques. C'est vrai que c'est une question qui est posée, qui doit se poser. Mais il faut comprendre aussi la rapidité de l'intervention, et avec la nature du risque aujourd'hui, où on ne peut plus se permettre de prendre, justement, ce mot risque revient souvent, mais de prendre des risques de cette nature. Nous allons prendre maintenant la question de David. Bonsoir David. Bonsoir. Voilà, il se trouve que je suis habitant de Saint-Denis, et c'est vrai que je fais partie de ceux, pour replacer un peu dans le contexte qui se passe depuis le mois de novembre, que le mot guerre a un peu choqué, peut-être au mieux paranoïaque comme mot, au pire opportuniste, en tout cas contre-productif du point de vue de l'idée. Et c'est vrai que nous, on a vu ici c'était quoi la guerre.
le 13 novembre et aussi le 18 novembre, où il y avait 1500 balles qui ont été tirées en plein centre-ville sous couvre-feu. Et c'est ce jour-là que le Front National avait réclamé la mise sous tutelle de la ville. Et nous avions répondu le lendemain en étant 3000 personnes à se rassembler contre la haine au Stade de France. En fait, c'était deux remarques. Une première remarque, c'est il me semble que l'Église doit condamner les propos de Madame Marion Maréchal Le Pen qui a jeté de l'huile sur le feu. Et quand le fera-t-elle, cette Église? Et ensuite que le gouvernement devrait plutôt parler de paix que de guerre, et peut-être même retirer ses troupes du Golfe et abroger l'état d'urgence pour défendre la démocratie. Là, ça et fait quand beaucoup, le fera-t-il? Ça fait beaucoup de questions. Nous sommes quand même dans un pays laïque où les affaires d'église sont des affaires d'église et les affaires d'État des affaires d'État. Jean-Pierre Denis, vous êtes d'accord avec ça quand même? Oui, alors évidemment, alors il faudrait, je veux bien commenter les propos de Marion Maréchal Le Pen. Tout simplement, je les connais pas, donc je peux pas réagir par rapport à ces propos. Ce que je vois, moi, encore une fois, c'est la position qui est tenue de manière absolument constante, très majoritaire par la plupart des prêtres et des évêques que je connais, par le pape François, qui est toujours une position d'appel au calme et de croire encore et toujours que la haine ne peut pas être le dernier mot. Je pense toujours à cette expression, vous savez, de Desmond Tutu, qui disait Dieu ne veut pas de notre haine. Et la tentation de la haine face à une situation de violence et d'injustice, qu'on l'appelle guerre, qu'on l'appelle violence, qu'on l'appelle terrorisme, quels que soient les mots qu'on met derrière, cette tentation, il faut toujours savoir la déjouer. Nathalie Goulet, l'utilisation du mot guerre, effectivement, guerre contre le terrorisme, guerre contre le djihadisme, est très discutée, aussi bien d'ailleurs dans les médias que dans les milieux politiques. Quel est votre point de vue? Oh non, moi je ne discute pas du tout. Je pense que c'est une guerre. Je veux dire, on est rentré dans un conflit d'une nouvelle génération, de nouvelles façons. Moi, je pense à cet article magnifique d'un de vos collègues après le Bataclan. Vous n'aurez pas ma haine. Bon, c'est vrai que c'est éthiquement magnifique, mais techniquement, je vois pas très bien comment on va faire. On va pas tendre l'autre joue aux djihadistes mal rasés en plus pour leur demander de bien vouloir comprendre qu'ils ont tort. Hein. Je crois qu'il faut prendre des mesures. Je crois qu'il faut l'état d'urgence est un état de droit. Néanmoins, donc je pense qu'il faut qu'on continue à se battre. Il faut qu'on se batte avec des armes à la hauteur de la menace. Hein. Très bien, eh bien, c'est là-dessus que nous allons terminer ce téléphone sonne spécial auquel ont participé Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie, Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne, auteure d'un rapport sur l'islam de France et présidente de la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes, et Patrick Menucci, député PS des Bouches-du-Rhône, qui a lui aussi, pour l'Assemblée nationale, enquêté sur la surveillance des filières et des individus djihadistes. Dans quelques instants, les informations de 20h.